Deuxième année de licence. Alors, on a fait comment, excusez-moi? Seytoglu, Isabelle. D'accord. Les deux, hein. Et votre sujet? Évolution de l'humanité. Non, on vous écoute. Chers membres du jury, cher auditoire, bonjour. Si je me présente aujourd'hui face à vous, c'est pour vous faire part de ma curiosité, disons plutôt de notre curiosité, en tant qu'humain, face à l'évolution de l'humanité. Religieux, déistes, athées, tous ont contribué, malgré leurs désaccords, à un point de vue fascinant et global sur ce sujet qui déchaîne tant de passion. S'agissant des débats passionnés, Thomas-Henri Huxley, un scientifique soutenant la théorie de Darwin, était confronté à un évêque d'Oxford, Samuel Wilberforce. Celui-ci le provoque et lui demande s'il descendait bien du sage par sa grand-mère ou par son grand-père. Sans attendre, Huxley lui répondit qu'il était préférable de descendre d'un singe plutôt que d'un homme instruit qui utilise sa culture et son éloquence au service du préjugé et du mensonge. Dans sa théorie de la sélection naturelle, Darwin a simplement voulu démontrer si les œufs et les graines pouvaient voyager ensemble dans l'eau salée et d'élargir ainsi la distribution de l'espèce à travers les océans. Je suppose que dans cette salle, tout le monde associe l'idée que l'homme descend du singe, que cette idée provient de Darwin. Cependant, dans son ouvrage L'origine des espèces, Darwin ne fait pas mention des origines de l'espèce. C'est Lamarck qui, 50 ans auparavant, a avancé cette idée. Malgré les multiples scandales, on doit à Darwin cette découverte biologique et géologique de notre évolution. D'ailleurs, on peut en tirer 4 propositions fondamentales. Premièrement, il existe une compétition entre les individus et les organismes produisent généralement plus d'individus qu'il ne peut en survivre. Deuxièmement, il existe une variabilité interindividuelle au sein de chaque population. Troisièmement, il existe dans un environnement donné un avantage adaptatif nommé fitness, certains individus étant en conséquence plus efficaces, ce qu'on nommerait l'effet test. Enfin, quatrièmement, en vertu de ces deux propositions, les individus porteurs des traits avantageux se reproduisent plus que les autres et transmettent leurs traits héritables à leurs descendants. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. L'adaptation n'en est que sa conséquence. Cependant, contre toute attente, Darwin était un homme religieux initialement, qui est devenu par la suite agnostique. La croyance en un être surnaturel ne serait donc pas un obstacle à une découverte et encore moins à l'évolution de la société. Souvenons-nous, la société a été régie par les règles religieuses avant l'apparition du Code civil de 1804. Ainsi, les religions monothéistes et polythéistes a conduit à forger l'homme à être un être bon, d'assurer sa propre évolution au sein de la société. D'ailleurs, Mère Teresa disait « Comment pouvez-vous promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. » Une personne remplie de vengeance ou de haine ne ferait que du surplace et n'avancerait pas. On considère en droit constitutionnel qu'avant l'apparition de la société, l'homme était livré à lui-même et disposait d'une liberté absolue comme il n'était pas confronté à l'autre. Rousseau l'appelait l'état naturel. Dans cet état naturel, l'homme, pour être heureux, n'avait besoin que de combler ses besoins primaires comme se nourrir. Tandis que dans l'état civil, l'homme est condamné infiniment à nourrir chacun de ses désirs pour être heureux. Mais c'est une définition trompeuse, car si on la suit à la lettre, l'homme serait donc
toujours malheureux. Pour freiner ces passions sociales et qui poussent d'ailleurs l'individu à avoir et à faire comme les autres, la religion est venue structurer ces passions afin de nous débarrasser de notre convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain, disait le 9e commandement.